On va parler du Venezuela ensemble. La situation est-elle en train d'échapper au contrôle de Washington? Il n'y a pas que les déclarations politiques hostiles, on va les entendre tout de même. Les États-Unis, vous venez d'en parler, ordonnent à leurs ressortissants de quitter le pays en urgence à cause de la violence des milices, ces fameux collectivos. Des informations qui font état, on vient d'entendre parler de groupes armés connus donc sous ce nom de collectivos qui installent des barrages routiers. Écoutez l'un d'entre eux. Quand nous avons appris la nouvelle, plus que de la déception ou de la tristesse, nous avons ressenti de la colère. Allons au combat, nous sommes prêts pour cela. Ici, personne ne baisse la tête. Nous n'avons peur de personne. Nous sommes prêts à tout pour défendre notre territoire, pour repousser toute agression. Alors que se passe-t-il vraiment? Ce plan américain est-il déjà en train de dérailler? On en parle avec nos invités, deux experts de l'Amérique latine. Bonjour. À vous, Pascal Drouot. Vous êtes expert en géopolitique et chercheur associé à l'Institut Choiseul, grand spécialiste de l'Amérique latine. On l'a dit, on est également avec notre chroniqueur international et c'est un dossier que vous maîtrisez particulièrement bien, Anthony Bélanger. Bon, on vient d'entendre effectivement ces intentions belliqueuses de ces collectivos. Aujourd'hui, les Américains, manifestement, ils se sentent directement menacés. Est-ce qu'on a des informations sur ce qui s'est passé sur place? Il y a eu effectivement des citoyens américains qui ont été arrêtés, qui ont été inquiétés, Anthony? Alors, ce qui se passe, c'est que la poussière commence à retomber. Et que le gouvernement chaviste, maduriste, comme vous voulez, l'appareil sécuritaire et aussi le gouvernement qui est resté en place et qui s'est auto-succédé, teste les Américains. Ils testent, ils voient ce qu'ils peuvent faire. Bon, pour l'instant, ils voient qu'ils ne peuvent pas exporter de pétrole parce que les Américains arrêtent en haute mer les tankers. Ça, ok, on a compris. Il essaye de voir s'il peut déployer ses forces de sécurité. Alors, pas à l'armée, parce que ce serait quand même une provocation de trop. Mais au moins, ces collectivos, qui sont un peu ce que sont les Bassidj en Iran, c'est-à-dire des milices très pro-régime qui ont bénéficié pendant 25 ans des largesses du régime, de petites largesses, qui sont un petit peu au-dessus de la pauvreté généralisée, qui quadrillent l'ensemble du régime. Voilà. Ouais. Alors, ils ont des motos, ils sont un peu favorisés par le régime, ils ont des armes surtout, ce sont des milices. Et donc là, elles ont été déployées par le régime pour voir jusqu'où ils pouvaient aller trop loin. Ouais. Or, je pense que, histoire de tester, ils testent l'eau, ils essayent de voir quelles sont leurs marges de manœuvre. Ça veut dire que Nicolas Maduro fait encore la pluie et le beau temps au Venezuela? Nicolas Maduro. Alors, on a eu un message de lui, du président vénézuélien, depuis sa prison de Brooklyn. C'est son fils qui a justement rapporté ces déclarations de son père. Écoutez-le, c'était hier à Caracas. Les avocats nous ont dit qu'il est fort. Nous ne sommes pas tristes, a-t-il dit. Ne soyez pas tristes. Nous allons bien. Nous sommes des combattants, a dit Nicolas. Je suis un combattant. Un homme qu'ils n'ont pas pu vaincre par quelque moyen que ce soit. Ils ont dû recourir à une force disproportionnée, mais ils ne l'ont pas vaincu. Ils ne l'ont pas vaincu. Il est fort et nous devons être forts. Pascal Drouot, qu'est-ce qui se passe là? Le fils est en train de prendre la relève du père? Il devient le porte-parole, il ne prend pas la relève parce que, en effet, je pense que l'on va vers, en plus, des luttes à l'intérieur du régime. Delcy Rodriguez assure l'intérim, certes, mais les deux hommes forts, c'est Diosdado Cabello qui tiennent l'intérieur et la justice et le ministre de la Défense. Donc il y a déjà un triptyque. Alors, Qu'est-ce qui les sépare, ces deux camps-là? C'est-à-dire le camp... Dans leur positionnement vis-à-vis des États-Unis, ce qui les sépare, c'est que, à la différence, en effet, du fils Maduro, les deux grands piliers, eux, ils ont leur tête mise à prix. Eux, ils ont vraiment la tête sur le billot. Et c'est vrai qu'ils sont totalement contrôlés par les États-Unis. Parce qu'on a l'impression que rien n'a changé. Bien sûr que l'on voit les collectivos. Et les collectivos, je les connais bien, ils sont très dangereux. Ils font régner la terreur dans la rue de la manière la plus rustique possible, à coups de bâton. Bon, donc les Vénézuéliens, ils savent très bien que tout n'est pas terminé. Mais en même temps, les États-Unis, ils ont quand même changé le cadre général. Ils ne sont pas encore entrés dans la structure. C'est bien d'ailleurs pourquoi Marco Rubio, cette semaine, il a fixé. Et vous avez parfaitement raison de dire que la poussière commence à tomber, mais elle tombe dans un environnement qui a changé, avec un Marco Rubio qui fixe une des priorités en disant tout d'abord, la première priorité, c'est stabiliser, c'est éviter en effet que la violence d'un régime
agonisant, parce qu'il a perdu sa tête, essaie de faire régner la terreur dans les partie du territoire qu'il peut encore contrôler. Et après la stabilisation, il faudra réconcilier. On en est très loin. Alors, on le voit encore ce matin. Comment il compte faire et comment il compte s'y prendre pour stabiliser? Parce que là, pour l'instant, il y a déjà qu'il n'y avait pas d'Américains déployés au sol. Là, en plus, les ressortissants américains sont invités à partir. On a l'impression que la situation leur échappe complètement, Anthony. On est à une semaine de la chute de Maduro. On ne sait pas à quel point ce pouvoir était absolument concentré entre les mains de Maduro et de sa famille. Donc, je vous l'apprends, il était totalement concentré entre les mains de Maduro et sa famille. Delcy Rodriguez était une pièce rapportée. C'est une femme importante. Elle a toujours fait partie de l'entourage de maduriste. Elle avait toute la confiance de Maduro, mais elle n'a jamais été élue. Enfin, en tout cas, pas à ce poste-là. Elle a été nommée par le doigt de Dieu, c'est-à-dire Nicolas Maduro. Elle était marginalisée, en fait, depuis 2024. Donc, et surtout, il y a une partie de l'armée et des services de sécurité qui ont été martyrisés depuis août 2024 par le clan madouriste. C'est-à-dire avec des enquêtes, comptes de corruption, avec des limogeages, avec des purges, en fait. Donc, il y a une partie de cet appareil militaire qui veut garder ses prébendes, qui veut bien négocier avec les États-Unis, mais s'ils peuvent ne jamais rendre l'argent, ce serait encore mieux. Et c'est tout ça qui est en train d'être discuté. Et puis, vous avez une autre partie du régime qui est particulièrement dure, celle qui, non pas contrôle, mais en tout cas, si, de contrôle les collectivos, par exemple, et qui, elle, C'est le cas de ce fils de Nicolas. Le fils de Maduro, c'est un clown. Triste, mais c'est un clown. Donc, il faut le regarder comme un clown. Ouais. Il ne fait pour l'instant que passer le message de son père. Il a 35 ans, il a été de scandale en scandale. C'est pour lui que papa a acheté un hara à Miami. Ah oui. Il ne sert à rien. Et en plus, il passe son temps, de vidéo en vidéo, tout le monde sait qu'il passe son temps avec des Rolex à 30 000 euros. Donc, quand il vient faire la leçon aux Vénézuéliens en lui disant que lui, c'est un combattant, tout le monde rit doucement. Mais les Vénézuéliens sont extrêmement prudents. Ils n'écoutent évidemment pas ce clown triste qui est le fils de Maduro. Ils attendent de voir quelles sont les marges de manœuvre. Tout le monde est en train d'évaluer ces marges de manœuvre. Les maduristes durs... Est-ce qu'il peut être le porte-voix de cette frange qui ne veut pas collaborer d'aucune façon? Absolument pas. Bon, alors comme ça, c'est un triple crétin. Il n'a jamais rien fait de sa vie. On lui avait proposé... Il a eu les postes que papa m'a dit, si vous voulez. Et papa m'a donné. Papa lui a donné à 23 ans un poste de député. Papa m'a donné des responsabilités. Le type est une andouille. Ouais. Bon, est-ce que les Vénézuéliens sont quand même en train de relever la tête, vous le disiez, la poussière retombe, l'excitation aussi de ce qui s'est passé le week-end dernier. Le week-end dernier, et puis cette semaine, il s'est quand même passé quelque chose d'absolument incroyable, c'est la libération de prisonniers politiques. Oui, très peu, 11. Oui, mais c'est déjà une ouverture et c'est pas n'importe lesquels. Il y avait un pré-candidat présidentiel, Enrique Marquez. Vous avez Rocio San Miguel qui était à la tête d'une association civique et qui était extrêmement connue. Vous avez les collaborateurs de Maria Corina Machado. Donc vous avez raison. Très peu, mais en même temps, c'est tout à fait historique. Ouais. Donc ça montre quand même... Ils sont partis en Espagne, ces prisonniers libérés. Il y en a qui restent sur place. Non. Il y a ceux qui avaient la double nationalité espagnole et qui étaient espagnols. Ceux-là sont partis en Espagne. Mais vous en avez une dizaine qui étaient vénézuélo-vénézuéliens, qui ont été libérés. On a vu effectivement l'ancien candidat à la présidence tomber dans les bras de son épouse parce que ça faisait quelques années qu'il était en prison. Les prisons vénézuéliennes étaient les pires de l'Amérique latine avec celles du régime de Castro. Donc en fait, pour l'instant, il y en a très peu, mais on voit très bien ce qui est en train de se jouer. C'est un peu de libéralisme, un peu de tape dure dans la rue, histoire que tout le monde se calme et que petit à petit, on va dire, les gages que est en train de donner Delcy Rodriguez aux Américains, c'est faisons ça tranquillement, petit à petit, et en même temps, elle est en train de tester jusqu'à quel point elle peut aller loin ou pas avec son appareil étatique. Sur ces prisons, il y a une ONG de défense des droits humains vénézuélienne qui vient d'annoncer la mort d'un policier qui était détenu, un policier de 52 ans qui avait été interpellé en décembre dernier, qui vient de mourir effectivement des prisons. Comme en 2018. Oui. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, au Venezuela, on a des opposants politiques de premier plan, un ancien candidat à la présidentielle, enfin potentiel, qui est aujourd'hui libre et qui peut s'exprimer. Ils sont 900 à être en prison. 900 à 1 millier à être en prison, retenus pour des raisons politiques. Ils en ont libéré 11. C'est donc un premier lot. Et c'est une manière aussi de donner des gages aux États-Unis. Mais c'est absolument pas suffisant. Oui. Mais ça a été imposé quand même par les États-Unis. Bien sûr. Donc on voit bien
bien que les coups de bélier, ils sont Donc il se passe quand même des choses. Les Américains n'ont pas complètement perdu la main qu'ils pensaient avoir. Oui, alors bonjour, on vous accueille Michael Benamou, vous êtes directeur d'OPEWI, c'est bien ça, l'Institut européen de la guerre, et vous êtes aussi officier de réserve dans l'armée française, comme conseiller politique. On vous écoute. Oui, parce que je voulais juste ajouter en complément de ce qui a été dit, c'est que j'ai l'impression que les Américains gèrent ça au jour le jour, en fait, qu'il n'y a pas de véritable planification de long terme. Il ne faut pas donner des intentions trop sophistiquées. Moi, ça me rappelle beaucoup l'Afghanistan de 2001-2002, où en fait les Américains n'avaient pas mis de soldats en Afghanistan pour pouvoir les mettre après en Irak. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé en 2001-2002 en Afghanistan ? On a fait des deals avec des trafiquants locaux dans les différentes provinces afghanes et aussi à Kaboul pour pouvoir maintenir la sécurité à Kaboul. Et je crois que c'est un petit peu l'état d'esprit d'aujourd'hui avec le Venezuela, mais l'état d'esprit en général, en fait, des Américains qui ne souhaitent pas débarquer avec des troupes au sol terrestre et qui veulent gérer ça avec des porte-avions et des interventions très, très chirurgicales de temps à autre. Voilà. Il faut faire aussi quand même avec le nationalisme vénézuélien, malgré tout. Alors qu'est-ce qu'on pense de ce positionnement de Delcy Rodriguez ? On écoute ses dernières déclarations. Alors, on n'a pas Delcy Rodriguez, on peut vous dire ce qu'elle dit. Nous n'allons pas nous reposer une seule minute tant que nous n'aurons pas récupéré le président. Nous allons sauver, bien sûr que oui. Elle fait quoi ? Elle fait semblant ? Mais oui, Delcy Rodriguez, elle sait que Nicolás Maduro, il est en prison, il va y rester pendant des décennies. Elle est obligée de donner le gage, d'abord parce qu'il y a une pression. Elle est vraiment, elle est entre l'enclume et le marteau. Elle a la pression américaine, elle a la pression des forts du régime. Donc, quoi qu'il en soit, elle risque sa peau tous les jours maintenant, Delcy Rodriguez. Donc, elle est obligée de donner des gages. Ça ne mange pas de pain du tout de dire que le Venezuela uni attend la libération de Nicolás Maduro. Ça n'engage à rien. Tout le monde y entend ce qu'il veut y entendre. Ça fait plaisir aux plus durs. Ça permet aussi de se marquer politiquement. Et pendant ce temps-là, on prend le téléphone dès que Donald Trump appelle. Donc non, elle est tout ça est un processus de négociation. C'est encore trop tôt. Mais c'est clair que... Alors attendez, ce qui est clair aussi, c'est que les durs du régime vont lui faire une vie impossible. Parce que si elle a décidé, par la force des choses, de répondre plus ou moins rapidement aux désirs des Américains, notamment au désir d'investir en Venezuela, et aussi une forme de libéralisme, des gages donnés quand même à ceux qui voudraient voir les prisonniers politiques sortir du pays, de prison, elle doit aussi tenir les rangs. Donc... Est-ce que Donald Trump, face à ces difficultés, on sait qu'il aime bien que ça aille vite, le président, il a une attention span, comme on dit, une capacité de concentration assez limitée. Est-ce qu'il peut s'en désintéresser quand il voit que ça ne va pas dans le sens qu'il espérait ? On voit que Maria Corina Machado n'a pas ses grâces parce qu'elle a reçu le prix Nobel de la paix. Alors, elle a bien proposé, l'opposante vénézuélienne, de le partager avec lui, sauf que le comité du prix Nobel lui a fait savoir qu'un prix Nobel, ça ne se partageait pas, ça ne se cédait pas, c'est ce qu'ils ont dit ce matin. Une fois le prix Nobel décerné, il est irrévocable et ne peut être ni partagé, ni transféré. La décision est définitive et sans appel. Donald Trump, il peut tout simplement détourner le regard. Non, mais dans l'absolu, il peut. Mais là, attention, on est quand même dans la sphère immédiate géographique, sphère immédiate d'influence. 2, vous avez des hommes comme Marco Rubio qui, tous les jours, à tout instant, rappellent à Donald Trump la réalité et que, justement, il faut garder les yeux dessus. 3, le Venezuela n'est qu'un aspect d'un tout. N'oubliez pas quand même que depuis le mois d'août, il y a une armada déployée dans les Caraïbes dans le cadre... C'est officiel d'un conflit armé contre le narcotrafic en Amérique latine, que vous avez 20 000 militaires directement concernés, vous avez 20% de la marine américaine déployée là, donc de toute façon... Donc quand on a déployé les militaires, ensuite il faut en faire quelque chose, c'est ça ce que vous dites ? On peut faire beaucoup de choses avec des baïonnettes, sauf s'asseoir dessus. C'est ce que disait Talleyrand. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Vous avez amassé alors, Bravo. Michael Benamou, qui est officier de réserve à son avis. Vous avez de l'énergie en vous ce matin. Vous avez déployé une marine, probablement un des plus gros déploiements militaires, enfin en tout cas marins, navals états-uniens dans la région. Et en plus, vous avez en vue non pas un, mais 2 régimes. Ouais. Il voulait surtout le pétrole du Venezuela, si on a bien compris. Et puis hier, ça ne s'est pas passé comme prévu avec cette réunion des pétroliers qui lui ont fait savoir les yeux dans les yeux que, pardon, mais on ne va pas dans un pays où on ne sait pas comment ça va se passer demain. Alors, on va écouter Michael Benamou. Le problème, si vous voulez, de cette armada, c'est qu'elle dépend des porte-avions. Et là, on a un porte-avions qui est le Ford,
Groenland, qui en est à son 7e mois d'opération, et donc il va rentrer bientôt, parce qu'en fait, un porte-avions américain, c'est entre 6 et 9 mois à peu près d'opération. Donc ça, là, c'est celui qui est déployé en mer des Caraïbes. C'est celui qui est dans les Caraïbes en ce moment. Je pense qu'ils sont pour avoir moi-même servi dans un porte-avions, le Charles de Gaulle. 7 mois d'opération, on est éreinté. Okay. Et surtout après tout ce qu'ils ont fait. Ils ont été dans l'Arctique, ils ont été en Méditerranée, après ils ont été dans les Caraïbes, donc c'est vraiment... je pense que la fatigue est extrême, donc ils vont rentrer bientôt à Norfolk, et ils vont être remplacés. Ils vont être remplacés par le Eisenhower. Donc ça va se faire au mois de qui est un vieux porte-avions, qui n'a pas les catapultes électromagnétiques modernes du Ford, c'est des catapultes à vapeur, donc c'est un peu moins bien. Ça veut dire qu'on ne peut pas décoller les mêmes avions. On ne peut pas projeter des drones modernes de combat, par exemple. Mais on peut quand même faire beaucoup de choses avec le Eisenhower. Et donc, en fait, on ne sait pas où le Eisenhower va partir au mois de février. Est-ce qu'il va aller au Groenland ? Est-ce qu'il va aller en Méditerranée pour gérer la situation en Iran ? Ou est-ce qu'il va effectivement faire ses rotations dans les Caraïbes ? Il y a énormément d'options sur la table aujourd'hui aux États-Unis. Et ils en ont beaucoup des porte-avions. Ils en ont que 3. Ils en ont 3 en fait. Il y en a un qui est en permanence en mer de Chine et qui gère la situation à Taïwan et Japon. Donc celui-là, il est fixé. Et vous en avez un autre, effectivement, qui aujourd'hui est aux Philippines, qui pourrait être détaché des Philippines pour aller gérer la situation en Iran. Donc il n'a pas autant les mains libres que ça pour intervenir partout dans le monde en même temps. Pour gérer tous les conflits actuels, ça n'est pas si évident que ça. Et en vérité, au mois de février, il y aura un choix à faire à Washington. Où est-ce qu'on met le Eisenhower ? Est-ce qu'on l'envoie au Groenland, en Méditerranée ou dans les Caraïbes ? Et ça va déterminer, je pense, la capacité des US à faire pression sur le Venezuela. Attendez, il n'y a pas que les porte-avions. Il y a aussi toutes ces petites îles et ses alliés dans la région. Je pense à Trinidad et Tobago, je pense à la République dominicaine. Ils ont quand même décollé des États-Unis pour aller bombarder l'Iran, les Américains. Ils ont tous les moyens de faire ce qu'ils veulent, et des porte-avions, ils n'en ont peut-être pas en mer, mais ils en ont sur terre, avec notamment, je pense à Curaçao et la Trinidad et Tobago. Alors je sais qu'il n'y a pas les pistes qu'il faut, je sais qu'ils n'ont pas forcément la possibilité de tout envoyer, mais enfin il y a suffisamment de bases militaires américaines sérieuses à Porto Rico ou à Guantanamo pour pouvoir voir venir. Non, mais je ne suis pas du tout là pour contester votre analyse. Je pense que vous avez tout à fait raison. Maintenant, il faut quand même regarder aussi politiquement, parce que tout ça, tous ces porte-avions, tous ces déploiements militaires, c'est avant tout politique. Qu'est-ce que politiquement Donald Trump veut obtenir ? Il veut impressionner la Russie. Il veut psychologiquement expliquer à l'Iran qu'il est capable d'intervenir là demain tout de suite, et qu'il faut le prendre au mot et le prendre au sérieux. Et donc, il a besoin d'un droit de suite au Venezuela. C'est-à-dire qu'il a besoin non seulement d'avoir ramené Maduro à New York, mais aussi de faire plier le régime petit à petit, de manière à pouvoir dire quand je dis quelque chose, je le dis et je le pense sérieusement. S'il commence à défaire son appareil militaire en face du Venezuela, comment voulez-vous que les Iraniens prennent au sérieux le fait quand il dit qu'il va les frapper si jamais il continue de faire couler le sang en Iran ? Tout à fait. Et pour rebondir, la situation, elle est éminemment politique, elle est pluridimensionnelle, on va dire. Oui, il y a l'aspect économique. On a vu la réunion, vous avez fait allusion, avec les majors du pétrole. Mais enfin, j'ai aussi vu que Eni, l'italien, Repsol, l'espagnol, et la majorité des Américains, moins en effet le patron de Exxon, étaient enthousiastes et étaient prêts à investir parce qu'il faut remettre sur pied l'appareil. Mais nous sommes aujourd'hui dans un temps totalement politique. Honnêtement, je ne sais pas si cet enthousiasme est si grand que ça. Enfin, Non, mais ce qu'il faut bien intégrer, c'est que l'on est dans la zone géographique d'influence américaine. Anthony rappelait les partenaires, les alliés de toute la région des Caraïbes. Et d'ailleurs, l'Équateur, c'est un allié en base arrière. Le Pérou également, le Chili maintenant, etc. Donc, on n'est pas du tout sur le schéma afghan, sur le schéma irakien, parce que la géographie donne un avantage majeur à la première puissance militaire au monde, les États-Unis. Aussi bizarre que ça puisse paraître, les Américains n'ont pas d'habitude depuis au moins 80 ans de présence militaire en Amérique latine. En fait, quand on regarde leur présence, c'est 1% de leur force militaire en Amérique latine. Mais, donc ils n'ont pas, si vous voulez, ils n'ont pas d'habitude opérationnelle dans cette région qui est la leur. Alors, je rappelle aussi un chiffre, les Américains, c'était 600 000 soldats déployés il y a 30 ans. Aujourd'hui, c'est 250 000 soldats déployés à travers le monde, donc c'est une force qui est réduite, y compris en Amérique latine, même si effectivement, je suis d'accord avec vous, il y a effectivement des bases qui sont en train de grossir en Amérique centrale américaine, mais honnêtement, je le pense encore, je crois qu'il y a besoin d'un porte-avions pour pouvoir coordonner une présence opérationnelle qui soit véritablement impactante. Vous avez raison, en effet, dans les chiffres, mais vous oubliez le facteur formation,
psychologique, culturel. Ouais. Les États-Unis, c'est leur zone d'influence. Ils sont présents partout. Je l'ai vu. Je vivais au Salvador pendant la guerre civile. J'ai bien vu la pénétration dans les esprits. Ouais. Donc, ils n'ont pas besoin d'un déploiement en hommes énorme parce qu'ils ont formé la plupart des armées locales et parce que les États-Unis, c'est dans l'esprit de tout le monde. Donc la suite, pour conclure, la suite c'est quoi? La suite c'est d'attendre que les politiques vénézuéliens aient bien compris leur bon intérêt et on laisse le temps faire les choses. La suite se négocie au jour le jour. Mais par contre, il y a une chose qui ne se négocie pas, c'est la victoire américaine. C'est-à-dire que les États-Unis remportent une victoire, et c'est d'ailleurs la victoire de Marco Rubio, au Venezuela, qu'ils ne laisseront pas passer. Et surtout, qu'ils ne laisseront pas s'abîmer. Parce que jusqu'à présent, Donald Trump parlait beaucoup, négociait beaucoup, vitupérait beaucoup, mais de victoire, même dans les conflits qu'il prétend avoir réglés, rien du tout. Celle-là est une victoire concrète. Et ça, je peux vous expliquer que Marco Rubio l'a expliqué à Donald Trump. Ça fait une semaine. Oui, non, il a une victoire concrète. Et avec un peu de chance, il peut même avoir et 2 et 3-0. C'est-à-dire et Cuba et Nicaragua. Sans rien faire. Le plan, là, c'est d'attendre que le fruit mûr tombe de l'arbre. Cuba, ils n'ont plus que 3 jours d'essence à distribuer. Et Cuba, en ce moment, est en train de se battre pour essayer de sortir la tête de l'eau. Avec un peu de pétrole venu du Mexique, un petit peu du Brésil, ça ne suffira pas. Le Nicaragua... Donc il attend le printemps latino. Le Nicaragua, je vais vous donner un exemple. Il y a 3 jours, le Nicaragua fait arrêter dans la rue des gens qui manifestaient un petit peu trop ouvertement leur appui à la chute de Maduro. Il en fait arrêter 60. L'ambassadeur des États-Unis l'a appelé, il a dû en libérer 80. Ah ouais. Donc c'est vous dire que tous les régimes très liés au Venezuela, on va dire de gauche entre guillemets castristes, sont en train de claquer les dents. Et en ce moment, c'est le petit doigt sur la couture du pantalon. On essaye de tester un peu son pouvoir, mais surtout on prend les appels des ambassades et de Washington. Ouais, le Nicaragua, c'est la dernière dictature familiale en Amérique latine. Le Nicaragua, il est dirigé par Daniel Ortega et Rosario Murillo, sa femme, qui sont tous les deux, ils ont réformé la Constitution il y a quelques mois, co-président du Nicaragua, avec un régime autoritaire. Parce qu'on ne s'amuse pas. En 2018-2019, l'armée nicaraguayenne, en tout cas aux mains du régime, a tué. Il y a eu des centaines de jeunes manifestants étudiants blessés, tués. Exactement. Et donc, on en est quand même là. Ce ne sont pas des régimes qui s'amusent. Hein. Nous sommes dans des régimes de terreur. Oui. Allez, merci beaucoup. On fait le rappel des titres tout de suite à 10h31 sur France Info. Puis dans un instant, on vous parle très concrètement de ce que ça représenterait des soldats français déployés en Ukraine. On en sait plus sur ce projet. C'est à vous, Séverine.